C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec cet enjeu ce soir. Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts. Toute dernière déclaration de Vladimir Poutine. Cette déclaration qui est tombée il y a quelques minutes maintenant seulement. Un cran de plus dans l'escalade. L'analyse à suivre. Que craindre derrière les mots? Cette question, je vous la pose à vous, Charles Diveau, en direct depuis Moscou. L'analyse de texte, Charles Diveau. Charles Diveau depuis Moscou, comment analyser les mots de Vladimir Poutine ? Oui, ces déclarations assez fracassantes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont envoyées bien sûr à l'Union européenne en réponse à ce qui est considéré ici par le Kremlin comme une menace, mais elles sont aussi un message envoyé à la population russe elle-même. Vous le savez, ici les Russes, ils écoutent religieusement chaque déclaration de Vladimir Poutine, et finalement, à travers ces mots, eh bien, l'idée qu'il faut que la population russe se rende compte que l'Europe est une menace. D'ailleurs, c'est un sentiment que moi je ressens aussi quand je discute avec les Russes, quand on parle avec eux et qui nous disent mais pourquoi vous voulez nous attaquer, nous on ne vous a rien fait. Donc vous voyez finalement ces déclarations-là, elles sont dans une stratégie de Vladimir Poutine de se mettre dans une position défensive tout en rappelant que la Russie contre-attaquera en cas d'attaque. Merci Charles Diveau. Bien évidemment, on reste ensemble. On va rester sur cette toute dernière déclaration de Vladimir Poutine. D'ailleurs, on va l'écouter, le patron du Kremlin. Regardez. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe décide soudainement de faire la guerre et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La seule question est quand l'Europe passera-t-elle à l'action? Je pense que cela pourrait arriver très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, avec précision. Mais c'est compréhensible. Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe veut déclencher une nouvelle guerre et qu'elle le fait, il est très probable que nous nous retrouvions très rapidement dans une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de saluer sur ce plateau Sylvie Bermann. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancienne diplomate aux États-Unis, ancienne ambassadeur de France en Russie. Général Michel Yakovlev, merci également d'être avec nous, bien évidemment. Ancien vice-chef d'état-major du chef, c'est l'OTAN. Merci beaucoup. Magali Barthès, merci également. Vous êtes éditorialiste international LCI. Et merci Grégory Phillips d'être avec nous, chef du service international de LCI. Dans quelques instants, nous serons également rejoints par Nicolas Tenzer. Allez, on commence ce grand dossier. Je me tourne vers vous, Sylvie Bermann, ancienne ambassadeur de France en Russie. Je sais qu'il ne faut pas jouer à se faire peur, il ne faut pas dramatiser les situations. Mais quand même, diplomatiquement parlant, quelle est la portée de ce message de Poutine à l'Europe ? Et je pense que ça vise aussi à intimider les Européens qui soutiennent l'Ukraine. Ils considèrent que les Européens sont des fauteurs de troupes, des fauteurs de guerre, parce qu'ils ont modifié le plan qui avait été négocié directement entre les Américains et les Russes. Et puis il y a une autre raison plus conjoncturelle, c'est que le président du comité militaire de l'OTAN a déclaré il y a 2 jours qu'il fallait être plus offensif vis-à-vis de la Russie et déclencher des frappes préemptives. Alors il visait peut-être la cyber-guerre, mais en même temps c'est effectivement quelque chose qui paraissait agressif. Donc je pense que c'est surtout à cela qu'il répond, puis ça lui permet au passage, au moment où les Américains viennent négocier avec lui, d'enfoncer un coin avec l'Europe. Un sacré coup de pression quand même, hein, Grégory Phillips. Oui, et vous soulignez la temporalité. Dans quelques minutes, où en ce moment, l'Américain Steve Witkoff va s'entretenir avec Vladimir Poutine du plan de paix pour l'Ukraine. Et juste avant cette rencontre, vous avez la déclaration du président de la Fédération de Russie qui dit si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts. À cela s'ajoutent les images qu'on a découvertes tard hier soir d'un Poutine en treillis,
Au moment où on parle quand même de pourparlers, de tentatives d'obtenir un cessez-le-feu, lui s'affiche sur une zone indéterminée, on ne sait pas à quelle proximité du front il était, mais dans une tenue militaire. Un peu plus tôt, vous aviez un missile lancé sur l'Ukraine, un missile balistique lancé sur la ville de Dnipro, je crois que c'était hier matin, quand Poutine parle d'opérations chirurgicales en Ukraine, évidemment, on peut en douter. Voilà la temporalité de toutes les déclarations qu'on reçoit en ce moment, avec effectivement une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir dans les chancelleries occidentales. On va s'intéresser à la réponse qu'on peut apporter à ces mots, bien évidemment, mais Général, c'est un cran de plus dans l'escalade avec la Russie ? Dans l'escalade, non, dans le discours. Le discours de Poutine depuis le début, depuis 20 ans, c'est « je suis attaqué ». Alors, moi qui ai servi à l'OTAN, je cherche encore aujourd'hui le Belge, le Danois, le Français, le Portugais, qui a envie d'aller casser la gueule aux Russes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a jamais eu l'intention d'attaquer la Russie. Mais lui est dans ce délire obsidional de « je suis attaqué, tout le monde m'en veut ». Et c'est vrai que l'Europe a perturbé et perturbe encore ses calculs vis-à-vis de l'Ukraine. Déjà au moment de la résistance initiale de l'Ukraine, quand le monde occidental était encore uni. Et maintenant, quand l'Europe est l'obstacle entre lui et Trump. Donc, nous savons tous, et nos femmes et nos enfants savent qu'aucun d'entre nous n'a l'intention d'attaquer la Russie. Non, on n'est pas... Et c'est pas parce qu'on est débile et qu'on a peur, c'est parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'on dirait Ils ont une dictature, c'est comme ça, c'est dommage pour eux, mais en soi, on a l'OTAN, l'Europe n'a jamais eu d'intention, quelle qu'elle soit. Je note que Poutine avait dit, je crois, le 22 février, donc juste avant d'attaquer l'Ukraine, qu'il n'attaquerait jamais l'Ukraine, bien entendu, alors qu'il avait déjà fait en 2014, soit en passant. Donc, Poutine dit, s'ils veulent m'attaquer, ils vont tomber sur du dur. La vérité des prix, c'est que c'est lui qui attaque depuis le début, c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Effectivement, vous aviez raison, Sylvie Bermann, de remettre les choses aussi dans un contexte de ces derniers jours. Au vendredi, on vous parlait sur ce plateau de ces pays d'Europe, les Européens de l'OTAN, qui cherchent à muscler en quelque sorte leur jeu face à Poutine et qui disent maintenant, il faut être plus offensif, la dissuasion offensive et pas seulement rester passif. Donc ça passe par des cyberattaques, ça passe par potentiellement des attaques surprises, des exercices surprises aux frontières de la Russie et la déclaration d'un haut gradé militaire de l'OTAN qui n'exclut pas, interrogé sur le sujet, une frappe préventive. Ça, c'est la réponse de Poutine. Il fallait l'envisager, de toute façon, cette réponse. Manifestement, il est exaspéré, en effet, que l'OTAN essaye de réagir à toutes ces provocations. Parce que du côté de l'OTAN, il y a évidemment ces cyberattaques, ces intrusions de drones, d'avions de chasse. Donc c'est vrai que l'OTAN est en train de se dire qu'il faut avoir une posture plus dur pour résister à cette pression de la Russie. Et manifestement, quand l'OTAN réagit, ça ne lui plaît pas du tout. Alors c'est vrai que les déclarations dont on parlait du président du comité militaire de l'OTAN étaient peut-être pas très à propos quand même hier, parce qu'en effet, elles ont déclenché la colère de la Russie et frappe préventive. Les mots ont été certainement très très mal interprétés. Et en effet, ce que voulait certainement dire l'OTAN, c'est de répondre justement à cette guerre hybride aussi avec des moyens plus durs et plus agressifs peut-être. Mais c'est vrai que ça a été interprété tout de suite et commenté sur tous les plateaux de télé russes en disant, vous voyez bien, nous sommes attaqués. Et là, on revient à ce que nous disait Charles Divot sur place. Cette idée que la Russie serait une citadelle assiégée. Et c'est vrai que quand il exploite ces déclarations, tout de suite, ça va conforter son discours qu'il essaye de mettre dans la tête des Russes depuis l'enfance. Et ça va assez loin ces derniers jours, tout brûler jusqu'à la Manche. Ces mots forts aussi qui nous viennent de la Russie ces dernières heures, on va en reparler dans un instant. Mais l'OTAN, vous l'incarnez sur ce plateau, Général Yakovlev, quand l'amiral Dragon dit effectivement, déclare qu'une frappe préventive pourrait être considérée comme une action défensive. Je le rappelle, il a été interrogé sur le sujet, mais tout de même. Est-ce qu'au regard des déclarations de Poutine, vous dites, il n'aurait pas dû aller jusque-là? C'était une erreur et il a lui-même escaladé, participé à cette escalade. À titre personnel, je ne l'aurais pas dit. Mais c'est, si vous voulez, la Russie, en 2008, a attaqué la Géorgie. En 2014, a attaqué l'Ukraine.
en 2022 a attaqué l'Ukraine à nouveau, et à chaque fois avec un déploiement de force. Et du coup, on disait ira pas. Et à chaque fois, Poutine disait non, on n'ira pas, on n'attaquera pas, on est dans la négociation. Et après, il attaquait. Dans ce contexte-là, le jour où Poutine commencerait à amasser des troupes en Biélorussie face à Suwalki, par exemple, et nous dirait mais j'ai pas l'intention d'attaquer. Ce que disait l'amiral, le président du comité militaire, c'est que juridiquement, nous estimons que s'il y a une attaque imminente, à la limite, on va peut-être pas attendre que vous franchissiez la frontière. Ça, c'est un argument, entre guillemets, militaire. Je suis pas sûr que c'était le moment de le dire, si vous voulez, mais bon. Sylvie Bermann, maintenant, quelle réponse apporter à Poutine ? Est-ce qu'il faut apporter une réponse à ces mots-là ? Moi, je pense que c'est inutile. Je veux dire, on a dit assez de choses à cet égard. Donc, il ne faut pas que le Quai d'Orsay réagisse. Pardonnez-moi, Sylvie Bermann, il ne faut pas que le Quai d'Orsay réagisse. Ils vont peut-être réagir, effectivement, en disant que c'est Poutine qui veut la guerre. Ça, c'est tout à fait possible et qu'on est déterminé, qu'on a les moyens de se défendre de toute façon. Mais quand vous employez ce terme de frappe préventive, même s'il s'agit de guerre hybride, ça rappelle quoi ? Ça rappelle la guerre d'Irak. Et l'agression américaine qui était aussi totalement illégale. Donc, à partir du moment où ça suscite cette polémique et qu'on en parle pendant 2 jours et que Poutine réagit, ça veut dire que sa déclaration n'était pas pertinente. En plus, c'est intéressant que ça vienne d'un Italien, sachant que les Italiens ont toujours dit qu'ils ne participeraient pas à la coalition de volontaires et qu'ils ne mettraient pas les pieds en Ukraine et également qu'ils ne tireraient pas sur un avion russe. Donc voilà, on peut être international quand on est à l'OTAN, l'Union européenne ou l'ONU, mais on conserve quand même sa nationalité. Grégory Phillips, on guette la réaction du Quai d'Orsay, mais je vous pose la question, est-ce que selon vous, il faut réagir ou il faudrait en rester là pour ne pas alimenter un bras de fer à distance par caméra interposée ? Honnêtement, je ne sais pas comment le Quai ou l'Élysée réagiront. J'aurais plutôt tendance à dire c'est une provocation de Poutine, calmons le jeu quelques instants et ne répondons pas à la provocation par des mots qui pourraient encore provoquer une escalade verbale. On verra si dans la soirée je suis démenti ou pas. En tout cas, c'est une déclaration extrêmement forte de Poutine qui intervient à un moment où les Américains tentent d'obtenir un cessez-le-feu. À quel prix, c'est une autre discussion qu'on pourra avoir peut-être un peu plus tard, mais où il y a des efforts diplomatiques. Et lui, pile au moment où ces efforts diplomatiques sont en branle, avec Witkoff à Moscou, Witkoff qui dit je vais bientôt, peut-être demain, revoir Zelensky pour faire la navette sans doute dans un pays européen, pile à ce moment-là, il y a cette déclaration de Poutine. Alors, certains vont essayer quand même de mettre certains éléments en parallèle, en perspective. On a cette déclaration qui peut sembler uniquement verbale, en quelque sorte, de Poutine. Voilà, on est dans le bras de fer à distance. Vous voulez vous en prendre à moi, je vous dis que moi, je peux répondre. Mais si on met les choses en perspective, on a aussi Emmanuel Macron qui nous dit que nous sommes à portée de tir. On a le général Mandon qui nous dit qu'il faut se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans. Donc, on peut se dire, bon, il ne faut pas jouer à se faire peur, il ne faut pas dramatiser. Mais en même temps, les états-majors nous disent qu'on doit se préparer à une confrontation potentiellement, général. Ah oui, Poutine le dit ouvertement qu'il est dans une logique de guerre, de continuation de la guerre. Et quand cette histoire d'Ukraine sera finie, si c'est à son désavantage, il voudra se venger. Si c'est à son avantage, ça lui donnera des idées pour la suite. Donc à l'heure actuelle, il est dans une fuite en avant. Déjà, son pays, son régime ne tient pas sans la guerre. Il ne sait pas justifier son régime et les sacrifices exigés de sa population s'il n'y a pas de guerre. Donc c'est une machine qui a besoin de la guerre. Donc il ira la chercher là. Donc pour l'instant, il a sa dose en Ukraine, mais il ira la chercher ailleurs. Ça, c'est la logique du régime. Alors après, il nous dit c'est parce que vous voulez m'attaquer. Pour l'instant, on l'a pas encore attaqué. Alors que lui, il a attaqué à gauche et à droite. Vous voyez, le mec qui se défend, il bombarde avec des centaines de missiles et de drones tous les soirs sur la population civile. Voilà, il se défend. Tout ça va alimenter, oui ou non, la théorie du choc dans les prochaines années, d'ici 2030 ? Oui, certainement, mais je pense qu'il faut être prudent et il faut remettre en perspective ces déclarations de Poutine.
dans ces négociations, parce qu'en fait, on a un Poutine qui a un plan, il veut récupérer une partie de l'Ukraine, le Donbass. Il pensait que son plan allait se dérouler finalement avec le soutien des Américains, avec Witkoff. Et il y a les Européens qui essayent désespérément de se remettre dans la boucle et qui essayent de convaincre les Américains de ne pas tout céder à la Russie. Donc il y a une volonté vraiment d'essayer de diviser les Européens et les Américains quand il dit ça. Il y a une volonté aussi d'intimider les Européens en leur disant n'allez pas trop loin parce que sinon, voilà, je sais, je peux faire la guerre, je peux faire la guerre tout de suite. Vous aurez remarqué dans sa déclaration à quel point il dit « moi je suis prêt maintenant ». Ça aussi, c'est une façon de nous intimider parce qu'il sait très bien que les Européens, justement, se préparent en effet plutôt dans 3-4 ans parce que l'industrie de l'armement, elle ne tourne pas à plein régime comme en Russie. Général, je vais vous demander dans un instant militairement ce que ça veut dire d'être prêt quand on est Vladimir Poutine. Mais Sylvie Bermann, effectivement, il n'y a pas eu que les déclarations de l'OTAN ou ces pays qui font savoir qu'il faut maintenant passer à la dissuasion offensive. Il y a eu les dirigeants européens qui, en nombre hier, ont appelé Zelensky avec Macron pour faire poids dans les négociations, alors que Witkoff est maintenant au Kremlin au moment où on se parle. Quel est l'impact réel de ces mots de Poutine s'il cherche à peser dans les négociations? Quel impact de ces mots-là réellement? Alors, je ne pense pas que ce soit dans la négociation, mais c'est dans le soutien éventuel ultérieur des Européens à l'Ukraine. Aujourd'hui, ça ne va rien changer aux négociations qui ont lieu au Kremlin. Mais c'est la suite si jamais il y a un désaccord affiché par Volodymyr Zelensky avec le soutien des Européens. Donc c'est dire aux Européens, ne soutenez pas l'Ukraine parce que ça va être dangereux pour vous. Je crois que c'est ça, c'est une opération aussi d'intimidation. Oui, Grégory Phillips. C'est vrai que les Européens sont un peu des empêcheurs de tourner en rond. Si on considère que Witkoff vient... On ne sait pas ce qu'il a dans sa valise, Witkoff, en arrivant à Moscou aujourd'hui. Est-ce qu'il vient amener le plan qui a été discuté dimanche matin en Floride et donc discuter avec les Ukrainiens? Est-ce qu'au contraire, c'est une nouvelle version du plan initial extrêmement favorable à Moscou? Honnêtement, on ne sait pas ce qu'il vient proposer à Poutine. Mais c'est vrai que les Européens essaye, comme vous le disiez Magali, de mettre un pied dans la porte, de faire valoir les intérêts de l'Ukraine et de l'Europe, évidemment, et que dans le deal qui pourrait se faire dans l'intimité du bureau du Kremlin entre Witkoff et Poutine, les Européens essayent un petit peu d'agir et de faire valoir leurs intérêts. D'où cette pression relancée ce soir contre directement l'Europe avec ces menaces qui sont à peine voilées. Je disais, on va vers Charles Divot qui est toujours avec nous en direct depuis Moscou. Charles, l'analyse depuis Moscou, c'est quoi? C'est Vladimir Poutine qui se pose, lui, en homme de la paix, c'est ça? Oui, très clairement, et en fin de compte, ces déclarations, elles servent le narratif de Vladimir Poutine qu'on connaît déjà, à savoir, regardez, les Européens nous menacent, on répondra s'il le faut, mais ils font tout pour bloquer le moindre traité de paix. Et finalement, tenir ces propos juste avant de rencontrer Steve Witkoff pour négocier la paix, c'est assez stratégique, d'autant plus que ce matin, un petit peu plus tôt dans la journée, Dmitri Peskov expliquait que cette journée pourrait être un tournant historique pour un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Merci Charles Divot, encore une fois, on reste ensemble et je le disais, je vais vous poser cette question très factuelle. Général Yakovlev, quand Poutine déclare « nous sommes prêts », factuellement les Russes sont prêts? Militairement parlant, les Russes sont prêts? Il a quoi à mettre derrière les mots Poutine? Oui, alors tout dépend pourquoi faire. Alors, pour une agression, conventionnelle, enfin, à la Ukraine, non, il n'est pas prêt, il n'est pas déployé, il n'a pas les moyens. L'Ukraine occupe ses moyens. Donc avant qu'il puisse mettre en place un corps d'armée à la frontière balte, c'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, pour frapper, pour envoyer des missiles, la plupart de ces armements, s'il veut faire une dégelée à la Kiev d'hier soir, s'il veut la faire cette nuit sur Varsovie, il peut le faire, oui. Nous frapper là, le temps de faire le plan de frappe, il sait faire et il a beaucoup de missiles. Et pour autant, vous dites quoi dans le fond général? En fait, on ne devrait même pas rentrer dans ces discussions ou c'est approprié et légitime de les avoir? Est-ce que avoir cette discussion de savoir si militairement il peut nous toucher, c'est déjà entretenir
une forme de dramatisation. Vous avez raison de dire, est-ce qu'on doit rentrer dans la discussion? Moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la discussion avec Poutine. Il n'est pas en train de discuter, là. Il est en train de faire de la propagande interne. Nous, on n'aura aucun moyen de s'adresser à sa population par-dessus lui. Donc, il est dans la propagande interne. Et vis-à-vis de nous, je pense que l'attitude à adopter, c'est soit le silence, l'indifférence, soit, le cas échéant, on dit même pas peur, rien à foutre, tu peux chanter. Vous voyez, on devrait... si j'étais aux affaires, je serais dans le mode, on s'amuse. Voilà. Nicolas Tenzer, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Faites votre entrée sur ce plateau. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, enseignant à Sciences Po. Vous êtes auteur du livre Fin de la politique des grandes puissances et du livre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Alors la stratégie, expliquez-nous selon vous quelle est la stratégie de Vladimir Poutine quand il nous dit « si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts ». Écoutez, il y a deux choses. Un, il dit des choses que l'on sait depuis plus de 20 ans, c'est que de toute manière, l'intention réelle de Poutine, c'est de détruire l'Europe et pour cela, de se donner tous les moyens pour ce faire. De l'attaquer, de la menacer. Et il a tablé jusqu'à présent sur notre passivité. D'une certaine manière, de son point de vue, il avait raison de la faire parce que nous n'avons pas répondu à ces crimes de masse et à ces agressions multiples, comme nous aurions dû le faire dès 2008 au moins, en 2014, en 2015, en 2016, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, il y a ce projet de destruction, qui est un projet de destruction philosophique, j'allais dire, juridique, autant que matériel. Deuxième chose, je dirais, ce qu'il essaye de faire là, c'est de montrer les muscles, alors que derrière, l'armée russe, c'est quand même pas grand-chose. Je ne dis pas que c'est rien, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des têtes nucléaires, je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments de puissance, mais quand on voit, je dirais, ce qui se passe à Pokrovsk, dont on nous annonce la chute depuis quand même, je ne sais plus combien, 10 mois, je parle sous le contrôle de Michel Yakovlev, ou je ne sais pas combien. Je ne sais pas compter, oui. Voilà, donc je dirais, ceci n'est pas sérieux. Alors certes, ils ont fait des progrès, plus de 700 km², mais je dirais à ce train-là, l'Ukraine, ils l'auront prise dans, je ne sais pas, 60 ou 70 ans. Donc, je veux dire, ça, c'est aussi, je dirais, quelque chose que Poutine fait depuis toujours, y compris d'ailleurs avec les armes nucléaires, c'est chercher à nous faire peur, chercher à nous montrer qu'il est plus puissant qu'il ne l'est, nous dissuader par la crainte. C'est-à-dire qu'il se dit, finalement, du côté occidental, il y a ce qu'on appellerait en anglais des fearmongers, finalement, non pas des warmongers, c'est-à-dire des gens qui cherchent la guerre ou des gens qui cherchent la paix, mais des gens qui d'abord sont animés par la peur et la crainte, bien sûr par la corruption. Mais aussi, il n'y a rien à craindre, réellement, fondamentalement, derrière les mots? On a surtout à craindre que la Russie, effectivement, s'il y avait un mauvais accord qui était signé sous la pression, je dirais, des Russo-Américains, si j'ose dire, eh bien, oui, que dans ce cas-là, on aurait effectivement à craindre effectivement un renforcement de la Russie. Admettons, par exemple, que la Russie ne soit plus, d'une certaine manière, occupée par l'Ukraine. Admettons qu'elle bénéficie des 1,6 million d'enfants et d'adolescents qui ont commencé d'ailleurs à enrôler des territoires occupés pour les retourner non seulement un jour contre leurs frères et sœurs ukrainiens, mais également contre les Européens, eh bien, ils seraient plus forts qu'aujourd'hui. Donc on a à craindre, et puis on a à craindre toutes les actions autres, c'est-à-dire de déstabilisation, menaces terroristes, attaques hybrides, colis piégés, assassinats ciblés, incendies volontaires, etc. Oui, et ça, on a à le craindre. On n'a pas à craindre, en revanche, que la Russie défile demain sur les Champs-Élysées ou devant la place de Brandenburg. Mais vous savez que les plus inquiets, peut-être de nos téléspectateurs, pourraient se dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais d'accord, il ne faut pas s'inquiéter dans l'immédiat, mais on nous prépare à être à portée de tir de la Russie, on nous prépare à un choc dans les 3-4 ans, le général Mandon, par exemple. Ça alimente quand même une forme d'inquiétude pour les prochaines années. Elle est illégitime, cette inquiétude? Non, elle est totalement... Parce qu'encore une fois, je dirais, c'est pas parce que la Russie n'a pas les moyens de conquérir l'Europe et connaît des piètres succès en Ukraine, qu'elle n'est pas une menace, non seulement pour les raisons que j'ai indiquées, actes terroristes et autres, et qu'elle n'est pas capable aujourd'hui d'attaquer demain un autre pays de l'Union européenne et de l'OTAN, que ce soit l'Estonie ou la Lettonie ou la Lituanie, de mener toutes ces opérations de déstabilisation. Donc il y a bien sûr une menace réelle, mais encore une fois, une menace qui n'est pas complètement nouvelle. Ça fait 20 ans qu'un certain nombre d'entre nous, je dirais, le disons de manière assez claire. Mais encore une fois, ne laissons pas à Poutine la capacité de se renforcer parce que ce sera pire demain. Mais estimez-vous
que c'était une erreur de la part de ce haut gradé de l'OTAN de ne plus exclure la possibilité d'une frappe préventive. Est-ce que ça a alimenté le discours que l'on a aujourd'hui de Poutine et il faudrait le regretter? Alors, encore une fois, d'ailleurs, il y a eu des problèmes de traduction. C'était pas vraiment une frappe d'ailleurs préventive, mais préemptive, ce qui n'est pas effectivement dans le langage militaire exactement la même chose. En revanche, à un certain moment, que probablement il faille se décider à arrêter Poutine en Ukraine, je dis bien en Ukraine, par la force, ça, oui, et je pense que nous aurions dû le faire depuis longtemps. Et que dans ce cas-là, vous savez, si on avait, je dirais, dès que vous aviez l'armée russe pénétrant en Ukraine, les chars russes, après le 24 février 2022, pénétrant, je dirais, en Ukraine, et que derrière, on aurait, je dirais, on les aurait ciblés par nos missiles tirés sans troupes au sol, tirés depuis l'air ou depuis des navires, etc., ils auraient reculé, ça aurait été fini. Et en plus, on aurait épargné des centaines de milliers de vies. Pour ceux qui nous rejoignent, on va réécouter cette déclaration de Vladimir Poutine. Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts. Regardez. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe décide soudainement de faire la guerre et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La seule question est quand l'Europe passera-t-elle à l'action? Je pense que cela pourrait arriver très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, avec précision. Mais c'est compréhensible. Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe veut déclencher une nouvelle guerre et qu'elle le fait, il est très probable que nous nous retrouvions très rapidement dans une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Alors, on continue d'analyser encore une fois qu'y a-t-il derrière les mots, c'est important, mais une toute dernière information, Grégory. Non, on se demandait quelle serait la réaction de Paris et à l'instant le Quai d'Orsay nous confirme qu'il n'y aura pas de réaction au niveau du ministre, sans doute une volonté de ne pas réagir ou surréagir à une nouvelle provocation de Poutine. Et le Quai d'Orsay nous renvoie vers les déclarations de ces derniers jours de Jean-Noël Barrot, d'Emmanuel Macron, qui, à l'occasion de la réception de Volodymyr Zelensky, aussi devant des lecteurs vendredi dernier, avait bien précisé quelle était la position française. Mais pas de réaction officielle du Quai d'Orsay. Sylvie Bermann, c'est vous la diplomate sur ce plateau, la diplomatie, c'est vous, ancien ambassadeur de France en Russie. Ils ont raison du côté du Quai d'Orsay de ne pas réagir, de ne pas entretenir le dialogue à distance avec cette escalade verbale avec Poutine? Oui, tout à fait, mais c'est ce que je supposais tout à l'heure. Tout à fait. Je disais qu'il n'allait peut-être pas réagir et que c'était finalement totalement inutile. Il n'y a rien de nouveau d'un côté comme de l'autre. Il réagit effectivement à une déclaration du président du comité militaire de l'OTAN, mais souvenez-vous également, je ne sais plus qui avait fait cette déclaration, je ne sais pas si ce n'était pas le chef d'état-major britannique qui avait dit si les Russes nous attaquent, on détruira entièrement Kaliningrad en quelques heures. Et là aussi, évidemment, Vladimir Poutine avait réagi. Donc finalement, moins on parle dans ce domaine et mieux on se porte. Vous regrettez, Nicolas Tenzer, qu'on ne réagisse pas? Il faudrait le faire. En l'occurrence, je suis assez d'accord. Je dirais, il ne faut pas non plus que nous réagissions ou surréagissions à n'importe quelle déclaration de Poutine, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche effectivement à faire, comme on dirait en langage journalistique, à faire du buzz. Ce qu'il dit, effectivement, n'est pas nouveau. Il est dans la provocation. Il cherche à affoler les opinions européennes, à rassurer un peu sa population pour lui dire à cette population, voilà, nous sommes forts, vous devez être fiers de moi, etc. Donc il y a quand même tout un aspect de discours interne, je crois, qui est très important. Derrière, évidemment, il est dans le mensonge absolu sur les opérations chirurgicales. Enfin, quand même, dernier rappel, parce qu'il l'a dit quand même souvent, quand il a dit non, nous n'attaquerons pas l'Europe, je rappellerai que quelques semaines avant l'invasion totale de l'Ukraine, il dirait nous n'attaquerons jamais l'Ukraine. Donc ça, les paroles de Poutine, vous savez, effectivement, ne surréagissons pas. Général Yakovlev, vous avez noté une contradiction dans les propos. C'est en l'écoutant deux fois, vous voyez, je suis discipliné. Je me suis dit, il y a une contradiction qui est je suis prêt. Vous voyez, si l'Europe nous attaque, je suis prêt. C'est pas vrai.
son armée est en Ukraine, son dispositif. Alors, des frappes aériennes, ça peut se décaler assez vite, mais pour l'instant, c'est pas ciblé de notre côté. Là, il n'a pas fait la préparation terrain, comme on dit. Donc, il aurait des déploiements à faire. Donc, quand il dit « je suis prêt », ce n'est pas vrai. Pour une attaque, si l'Europe l'attaquait, il ne serait pas prêt aujourd'hui. Alors, nous non plus, on n'est pas prêt pour l'attaquer, en fait. Et heureusement d'ailleurs, notre dispositif, c'est pas un dispositif prêt à bondir là sur la Russie. Donc nous n'avons pas de dispositif d'attaque. Lui n'a pas de dispositif de défense à l'heure actuelle. Donc là c'est de la vantardise pure. On est prêt, on peut les accueillir quand ils veulent. C'est pas vrai. Donc il y a une contradiction dans ce qu'il dit. Son armée, elle est en Ukraine à l'heure actuelle. Point. Allez-y Magali. Pour les Européens, quand on a ce genre de déclaration de Vladimir Poutine, la difficulté, c'est qu'en même temps, il faut envoyer un message de fermeté en disant on n'est pas dupe, justement, et on est capable de répondre, mais tout en ne nourrissant pas, en fait, ce discours extrêmement agressif de Vladimir Poutine. Hier, on a entendu quand même un Emmanuel Macron très dur parler de la dictature russe lorsqu'il recevait Volodymyr Zelensky. Un mot poli. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas une volonté d'aller vraiment plus loin parce que finalement, il se nourrit aussi de ces déclarations-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à doser. C'est ça qui n'est pas évident quand même dans un moment d'extrême tension comme celui-ci. Grégory ? D'ailleurs, vous avez vu ce reportage que Anne-Claire Coudray a réalisé, diffusé dimanche soir sur TF1 et sur LCI, où il y avait ce jeune homme persuadé que c'était bien l'Ukraine qui avait attaqué la Russie et que les Européens allaient bientôt attaquer la Russie. Il disait, je me tiens prêt, il était dans la région de Rostov, je crois, et il était, c'est très étonnant, mais sincèrement convaincu de ça, que l'Europe allait les attaquer. Parce qu'évidemment, ce type de discours infuse dans les cerveaux, parfois parmi les plus jeunes. Enfin, on a vu aussi les images des écoles militaires avec des gamins de 8 ou 9 ans. Donc cette propagande répétée et répétée jour après jour, malheureusement, infuse aussi dans la population russe. Et puis, on en parlait sur cette antenne, la revue officielle de la diplomatie de Poutine vient de sortir un texte intitulé « Tout brûler jusqu'à la Manche et au-delà », dans lequel, tamponné par Poutine, il est dit qu'effectivement, ils sont victimes et ils sont prêts à riposter jusqu'au bout si nécessaire. Mais vous le disiez, Sylvie Bermann, ces déclarations de Vladimir Poutine, elles interviennent dans un contexte également très particulier de négociation, puisque ça y est, le cortège de Poutine arrive au Kremlin pour le début de la rencontre avec M. Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner. La rencontre va commencer d'ici quelques instants maintenant. On va vous montrer quelques images. Les seules dont nous disposons à ce stade, ce sont celles de Dmitriev avec Kushner et avec Witkoff, qui sont sortis d'un restaurant étoilé, voilà, où ils ont pris le temps de déjeuner avant de rentrer entre les murs du Kremlin. Charles Divot, merci beaucoup d'être resté avec nous depuis Moscou. Charles, dites-nous comment se tisse cette histoire. Ça a commencé par un étoilé, je le disais. Oui, exactement. Et ça a même commencé par un accueil à l'aéroport de Kirill Dmitriev pour accueillir Steve Witkoff. Accueil avec honneur. Puis ensuite, vous le disiez, un déjeuner très, très proche de là où je me trouve, à côté de la Place Rouge. Un restaurant étoilé où les trois hommes ont discuté avant de s'offrir même une petite balade sur la Place Rouge, avant ensuite de rentrer au Kremlin. Alors, cette rencontre, elle est qualifiée par le Kremlin de très importante pour obtenir la paix en Ukraine. Et d'ailleurs, on nous a d'ores et déjà prévenu que cette rencontre, elle durera le temps qu'il faudra afin que toutes les positions soient établies. Merci Charles Divot. Quelque chose me dit que nous allons revenir vers vous un tout petit peu plus tard. Je voudrais qu'on essaie d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui se joue derrière ces murs du Kremlin. Vous avez fait un petit schéma pour que vous puissiez visualiser qui se trouve autour de la table. Alors, on a une interrogation pour tout vous dire. On ne sait pas si du côté de Poutine, il y a Dmitriev également. Sans doute. Sans doute, voilà. Mais on ne l'a pas montré parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Donc, on reste prudent. Mais Steve Witkoff, maintenant, vous le connaissez parfaitement. C'est l'émissaire de Trump, vous savez, dont on dit qu'il est très pro-Poutine, très Poutine-compatible. Après certaines révélations, il est autour de la table. Et Jared Kushner, donc le gendre du président américain, face à Poutine. Sylvie Bermann, quel est le rapport de force diplomatique, du coup, qui est en train de s'installer potentiellement en ce moment derrière les murs du Kremlin? Witkoff, pourquoi l'Amérique mise sur lui? Pourquoi
Est-ce Kushner, le gendre du président américain, qui sont face à Poutine? D'abord, ce sont les deux qui ont fait les accords sur Gaza. Et Jared Kushner avait également négocié les accords d'Abraham. Donc il a une capacité diplomatique. Et en plus de ça, c'est assez flatteur pour Poutine d'avoir le gendre de Donald Trump. Ce sont des émissaires directs qui ont la confiance du président. Et ça, c'est important pour Poutine. Plus important, finalement, comme ministre des Affaires étrangères, qui est le chef de son administration, mais qui n'a pas le même degré de confiance avec le président américain. Donc, c'est pour lui plutôt positif. C'est vrai qu'on sait que Steve Witkoff est assez impressionné par Vladimir Poutine. Bon, il y a eu des écoutes, on le sait. En même temps, bon, il essaie aussi de se concilier ses bonnes grâces parce que Witkoff veut absolument aboutir à un résultat. Alors, justement, quel résultat on peut imaginer à l'issue de cette réunion? Soyons directs maintenant, le temps file. C'est un plan pro-russe qui va sortir de cette réunion. On se demandera dans quelques instants si c'est même un plan pro-Trump, mais un plan pro-russe? Alors, d'abord, effectivement, vous savez, il y a un dessin polonais qui a été publié il y a quelques jours où on voit effectivement Monica Lewitt, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, qui dit, voilà, il y aura une rencontre entre donc un Russe, elle mentionnait Ushakov en l'occurrence, et puis Witkoff, et puis un journaliste dans la salle qui dit, oui, mais où sont les Américains? Et je pense que, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on a deux personnes qui sont totalement dévouées, qui, comme l'a très bien montré la superbe enquête, il faut le reconnaître, du Wall Street Journal, je dirais, ne veulent faire que des affaires. C'est-à-dire, c'est une sorte de pacte de corruption qui est en train de se nouer. Je dirais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On sait que Trump est passé de l'autre côté, mais là, il y a vraiment, je dirais... Alors, il y a l'appât du gain. Derrière, chez des gens comme J.D. Vance, il y a évidemment un aspect idéologique de volonté de destruction des principes, des fondamentaux de l'Europe, et c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Je vais dire, rien. Enfin, il y aura le même plan. La Russie va dire oui, mais il faut quand même que nous ayons alors des garanties de sécurité, je sais pas quoi. Enfin bon, il va inverser évidemment les choses. Pas question évidemment de ne pas recevoir les territoires ukrainiens. Pas question de juger les crimes de guerre contre l'humanité, le génocide, tous documentés commis par la Russie, etc., etc. Et puis derrière, bien sûr, ce sera totalement inacceptable pour non seulement bien sûr l'Ukraine, mais aussi pour les Européens. En admettant même, encore une fois, que Poutine accepte d'avoir une sorte de plan qu'il accepte de signer de sa main. Donc, je veux dire, il ne va rien en sortir. Et je peux vous parier qu'à la fin des fins, il n'y aura pas de plan de paix. Et j'allais dire, heureusement. Heureusement pour l'Ukraine, heureusement pour l'Europe. Alors, Witkoff, c'est 20 heures passées avec Poutine ces derniers mois. C'est la 6e rencontre, la 5e? Je me suis perdu dans les comptes. 6e, je crois. 6e rencontre. On ne l'a jamais vu infléchir la position du Kremlin. On imagine que ça ne va pas commencer aujourd'hui. Si vous voulez bien nous remontrer le schéma avec la table, oui. Il y a un autre absent de taille, c'est Marco Rubio. Oui. C'est lui qui est en Floride dimanche matin à négocier avec les Ukrainiens pendant 5 heures, où on a parlé concession territoriale, etc. C'est lui qui, à l'issue de ces conversations, dit bon, il y a des progrès avec les Ukrainiens, donc on avance. Mais là, vous n'avez pas l'impression d'un jeu de rôle, le good cop et bad cop, le good cop qui arrondit les ongles, il va à Mar-a-Lago avec les Ukrainiens. Le problème, c'est que le good cop, il n'est pas dans la salle. Oui, mais oui, il n'y a que le bad cop qui est là. Et Rubio n'est pas là pour porter les résultats de ce qui s'est passé en Floride dimanche matin. Donc, clairement, on verra ce que Witkoff a amené dans sa valise et quelles sont les propositions qu'il va déposer sur la table qu'on voit. Mais ce sera très probablement largement inspiré du fameux plan en 28 points, même amendé avec les Européens. Ce sera forcément un plan qui plaira à Poutine. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Sinon, Rubio serait allé au déplacement aussi. Oui, allez-y, général. Oui, d'abord, on a deux naïfs décérébrés et corrompus jusqu'à la moelle qui sont venus faire du business sur le dos de l'Ukraine, ça c'est officiel. Et surtout, l'Amérique, elle est tombée bien bas. Quand on pense à Brzezinski, à Kissinger, Albright, etc., des gens qui, bon, je ne partageais pas toujours certaines idéologies, mais on avait des professionnels. Avant, la diplomatie américaine était professionnelle. Et quand ils venaient négocier dans ce genre de contexte, c'était avec du solide et une vraie notion de combat. Là, on a deux gars, Poutine, il va leur dire « Vous avez la tête, la queue et les oreilles de Zelensky dans votre sac, là ?» Ils vont dire « Non, pas encore. »
Ouais, pas encore. Alors parlons-en, c'est quand ces gars-là sont venus brader l'Ukraine. Alors, pour bien comprendre, nous, on s'imaginait qu'il y aurait sur la table les discussions. En fait, non, on n'est pas si naïf que ça. Mais sur les territoires, sur la présence ou non dans l'OTAN, la taille de l'armée ukrainienne ou non. Mais si je vous suis bien, ce qui va être surtout sur la table, c'est quoi ? Le gaz, le pétrole, les avoirs russes qui sont gelés. Des grands projets immobiliers. Kushner a des grands projets. C'est ça le fond de l'histoire ? C'est-à-dire qu'en parallèle, évidemment, en fait, il y a ces deux choses-là qui sont sur la table. En Floride, ce week-end, on a parlé vraiment territoire. Ça a duré 5-6 heures. Manifestement, Zelensky a même cherché à parler directement à Trump parce que ça tournait pas bien pour les Ukrainiens. Trump a dit non, pour le moment. Moi, je ne parle pas avec Zelensky, c'est Kushner et Witkoff qui parlent avec Zelensky. Et c'est vrai que Kushner et Witkoff, ils ont eu des contacts tous ces derniers mois, et notamment le mois dernier, en faisant venir Dmitriev, l'émissaire de Poutine, en Floride. Et on voit bien à quel point les oligarques russes sont en train de prendre contact ces derniers mois avec les chefs d'entreprise, des grandes entreprises américaines, pour en effet l'exploitation des terres rares, l'exploitation du sous-sol, pour aussi mettre la main sur les avoirs russes gelés en Europe. Ça aussi, c'était dans la version initiale du plan soufflé par les Russes. Ce qui est très inquiétant, en fait, pour l'Ukraine, c'est qu'en effet, les arrière-pensées des Kushner et des Witkoff ne représentent pas du tout leurs propres intérêts. Et d'après ABC, d'après les médias américains, de toute manière, Zelensky dira non s'il doit céder tout le Donbass, comme le réclame Vladimir Poutine. On va continuer de se demander si c'est un plan, non pas russe, non pas ukrainien, mais pro-Trump qui est sur la table aujourd'hui. Mais je voudrais vous montrer ces images. César Rubin, le journaliste que vous voyez, je prends des précautions en disant journaliste, puisque c'est le journaliste officiel du Kremlin, Grégory, je peux le dire comme ça ? Oui, on pourrait dire propagandiste du Kremlin, voilà. Disons journaliste officiel du Kremlin. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Et en fait, là, ce qu'il vous présente, c'est la salle de la réunion, où va avoir lieu, où on peut peut-être même débuter les discussions il y a quelques minutes maintenant, puisque je vous le disais, le convoi de Poutine est arrivé au Kremlin. Et donc, il nous fait toute la mise en scène. Il y a beaucoup de communication. Je ne sais pas s'il y a eu autant de communication par le passé sur ce type de réunion. On nous emmène dans les coulisses, on nous montre où sont les stylos, etc. Comment on l'analyse, ça ? Il y a quelle volonté du Kremlin derrière tout ça ? De dire, regardez, nous sommes à la table des discussions, comment on fait bien les choses ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinairement futile. Hein. C'est à peu près comme les mises en scène ridicules de Poutine en treillis, c'est-à-dire, on veut dire, on est une grande puissance, on maîtrise les choses, on est dans un endroit solennel, regardez, et voilà, c'est nous qui sommes, nous restons finalement une des grandes puissances mondiale, alors qu'on sait que la Russie n'est pas une grande puissance mondiale. Je veux dire, c'est une sorte de Bangladesh avec une bombe atomique. Hein. Je veux dire, c'est quand même ça la réalité. Et donc, voilà, vous avez aussi cette mise en scène pour impressionner la galerie et aussi pour montrer, c'est le deuxième objectif, voilà, et nous sommes prêts à discuter, nous sommes ouverts à la discussion. Surtout, évidemment, nous sommes prêts à la discussion avec des gars qui, évidemment, sont prêts à vendre, effectivement, notre ennemi juré que nous voulons détruire. Et très concrètement, il y a le côté, voilà, regardez, on est transparent puisqu'on vous ouvre la porte, factuellement parlant, on ouvre la porte des discussions. Ça vous fait beaucoup réagir, généralement. Oui. Vous savez en quel bois elle est faite, cette table ? Ah non, je dois reconnaître. C'est un ambassadeur balte qui m'a dit, tu sais en quel bois elle est faite, la table où il y avait Poutine et Macron. Et Macron, c'est la même. Hein, oui. Non, je ne sais pas. C'est du bois de Pinocchio. Chaque fois que Poutine ment, elle gagne 1 mètre. Vous la connaissez, cette table, Sylvie Berman ? Oui, absolument. C'est le bureau dans lequel il reçoit la plupart des délégations, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Là, ce qu'il veut montrer... Ce qui est extraordinaire, c'est la communication autour. C'est la communication, c'est-à-dire qu'il est à parité avec les États-Unis, et c'est ce que voulait Vladimir Poutine, c'est montrer que c'est une journée historique. S'il y a un résultat, mais ça serait surprenant, parce que je ne pense pas que les Américains vont vouloir s'engager, sachant que les Ukrainiens seront opposés si ils acceptent la cession totale du Donbass, et si ça ne marche pas, il dira que c'est de la faute des Européens. Et sur l'aspect coulisses, alors je peux me tromper, mais il me semble avoir aperçu
au moins 4 bloc-notes et stylos, ce qui pourrait confirmer la présence de Kirill Dmitriev, qui est évidemment... Ou de Ouchakov, qui est toujours là. De Ouchakov. Je ne sais pas si on a 4 ou 5, j'ai eu du mal à voir L'enquête se poursuit. sur les images, mais en tout cas, par exemple, si Dmitriev est là, c'est vraiment un homme qui connaît le langage de Witkoff, il parle le même langage. C'est des businessmen, ils se sont vus à Miami, ils ont beaucoup échangé, il a fait ses études aux États-Unis, il a travaillé, je crois, dans une grande banque américaine. Donc, vous voyez, là, s'il est là, c'est vraiment des hommes d'affaires qui se retrouvent autour de la table. On ne peut pas savoir, on verra s'il est là ou s'il n'est pas là, mais ce qui est intéressant, c'est Kirill Dmitriev, que je connaissais bien, c'était uniquement le patron du fonds souverain, et la seule chose qui l'intéressait, c'était les investissements et les affaires. Il n'était pas du tout politique à l'époque. Bon, il l'est devenu parce que Vladimir Poutine l'a identifié effectivement comme un alter ego de Witkoff, et pour le moment, ça marche plutôt bien. Il est Général anglophone. Oui. Général Yakovlev, et après on reprend la direction de Moscou. Alors, c'est là qu'on voit le professionnalisme des Russes, parce qu'ils voient les espèces de bozos qu'on leur envoie et ils adaptent l'équipe. Et ils les préparent, ils les formatent, ils les caressent dans le bon sens, etc. Et maintenant, par rapport à ce que disait l'ambassadrice Berman, moi j'ai une autre inquiétude qui est, Poutine va dire, bon, la tête, les oreilles et la queue, vous les avez dans le sac ou pas ? Ah, ils vont dire non. Alors Poutine va faire réécrire le texte. Et donc Witkoff et Kushner vont rentrer à Washington en disant ça y est, on a un accord. Sauf que c'est l'accord initial, traduit du russe. Et ça mettra Zelensky dans le fait de dire je peux pas accepter. Et ça permettra à Trump de dire attends, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu veux pas la paix, c'est de ta faute, et maintenant j'arrête. Donc je pense que dans l'esprit de Poutine, soit il obtient l'accord, soit il manœuvre Trump par Witkoff et son gendre, c'est encore meilleur, pour que Trump, cette fois-ci, lâche ouvertement l'Ukraine et fasse la guerre à l'Ukraine. En d'autres termes, c'est comme le championnat de foot, là, c'est tous les arbitres qui jouent dans un camp. C'est ça le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils jouent face à une équipe et aussi aux arbitres. Je viens vers vous, Magali, dans un instant, mais je ne veux pas faire attendre Charles Divot qui nous attend depuis Moscou. Charles, que sait-on de ces prochaines minutes derrière les murs du Kremlin, avec un Witkoff qui, on le rappelle, les connaît par cœur, ces murs-là. 6e rencontre, je crois, c'est ça avec Poutine, je vais y arriver, 5e ou 6e. 6e rencontre et 20 heures en tête-à-tête déjà avec lui. 6e. Merci. Oui, 6e rencontre. Et on sait que cette réunion, elle a pris un petit peu de retard parce qu'on nous avait dit ce matin qu'elle devrait avoir lieu à 17h. Alors, ce qui est intéressant, je vous entendais parler du décorum à chaque fois qu'il y a autour de ces rencontres. En fait, ce décorum, il est très, très important aux yeux des Russes. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois que Steve Witkoff a été reçu par Vladimir Poutine, le choix a été fait d'organiser cette rencontre à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ce n'est pas un choix au hasard. C'est la ville préférée de Vladimir Poutine, et finalement ça envoie un message, tout comme lorsqu'on reçoit les images de Steve Witkoff en train de déjeuner, de se balader sur la place rouge. Toutes ces images, en fait, elles servent le Kremlin parce que, en fin de compte, ça leur permet de montrer que la Russie continue d'échanger sur la scène internationale, qu'elle n'est en réalité finalement pas du tout isolée à ses yeux. Si Charles Divot, on se dit un peu plus tard, bien sûr on continue de suivre et de vivre tout cela grâce à vous et avec vous. Et donc ma question, à l'issue, pour vous, Nicolas Tenzer, ce sera un plan pro-Trump. J'en reviens à ces révélations en disant que ce qu'il y a sur la table, c'est ce qu'ont fait miroiter les Russes ces derniers mois, c'est-à-dire des contrats, du gaz, du pétrole et potentiellement la main sur les avoirs russes gelés. Oui, il y aura effectivement ce plan qui sera un plan russo-trumpien, qui sera inacceptable. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas d'accord de paix in fine. De toute manière, mettre paix et Russie dans la même phrase, c'est quelque chose qui déjà est une absurdité. Je crois qu'il faut quand même être clair là-dessus. Et puis il y aura ce que Michel Yakovlev disait, à mon avis, avec raison, c'est-à-dire que l'idée des Russes, c'est de pousser effectivement Trump à lâcher Zelensky, à lui mettre la responsabilité de la continuation de la guerre, à dire c'est toi qui ne veux pas la paix. Et donc, effectivement, le vrai sujet derrière, c'est pour les Européens. C'est-à-dire que les Européens, ils devront dire, écoutez, déjà, ils ont fait une faute, à mon avis, c'est d'essayer de se couler en l'amendant dans ce plan de Trump. Parce que même les amendements sont insuffisants pour être acceptables, y compris pour les Européens. Mais cette question, est-ce que la situation est aussi simple que Steve Witkoff entendre Poutine et Trump l'idiot utile des Russes? Et est-ce qu'en fait, Trump n'est pas aussi de remettre les choses un peu à son avantage
avec des deals à la clé et avec... allez-y. Non, mais Trump, l'Ukraine, ça l'intéresse absolument pas. Il vient chercher quelque chose ici autour de la table, lui aussi ? Non, il a promis pendant sa campagne qu'il réglerait les guerres et qu'il n'entrerait pas dans de nouvelles guerres. Donc il l'a essayé pour Gaza, il essaie de la même manière pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce plan qui est effectivement russo-trumpien, a des dispositions qui sont trumpiennes et qui ressemblent à ce qui a été fait à Gaza. Donc, il essaie vraiment d'avoir un accord de paix. Mais encore une fois, la situation de l'Ukraine, l'intégrité de l'Ukraine, la dignité de l'Ukraine, etc., ce n'est pas son sujet. Alors, il y aura effectivement des accords commerciaux, c'est ce qu'il veut absolument. D'ailleurs, ExxonMobil est prêt à retourner à Sakhalin, Boeing dans la vallée du Titane, etc. Il ne l'a pas fait à Anchorage parce qu'il savait que l'accord de paix n'était pas acceptable. Donc je ne suis pas sûre, malgré les contacts qui ont été pris et le fait que les hommes d'affaires américains se préparent vraiment à retourner là-bas et ont pris des contacts, je ne crois pas qu'il va dealer ici, pour reprendre son terme à lui, sur les accords économiques s'il n'a rien du tout sur la paix. Je pense que pour lui, c'est important de pouvoir cocher la case et de dire qu'il a réglé le problème de l'Ukraine. Et s'il n'y arrive pas cette fois-ci, il recommencera. Magali Barthez. Il lui faut, en effet, il veut ce fameux deal sur l'Ukraine. Ça a été annoncé depuis son arrivée, son retour à la Maison-Blanche, et il n'y est pas parvenu. Ce qui est intéressant là, c'est que dans les informations que nous donnent notamment les médias américains, c'est qu'il va y avoir cette rencontre-là, qui est certainement en cours, mais derrière, Witkoff et Kushner devraient retourner en Europe, justement pour peut-être voir Zelensky dans un autre pays, dans un pays européen. Ce sont des informations de cet après-midi, justement pour rendre compte aussi et peut-être de la réécriture dont vous parliez du plan. Parce qu'il est évident que pour Poutine, l'objectif, il est très clair, c'est la reconquête territoriale du Donbass. Et il a prévenu les Américains. Soit il l'obtient par la force, soit il l'obtient par la négociation, par cette négociation qui est en cours. Or, pour le moment, du côté de Zelensky, il n'est pas question de céder. Ou alors, il faudra avoir vraiment des garanties de sécurité en béton. Et on voit bien à quel point, pour le moment, les Américains ne sont pas prêts à les accorder et les Européens sont trop faibles pour y aller tout seuls. Je vais vous expliquer ce qui entretient une logique un peu cynique quant aux positions des uns et des autres et surtout des États-Unis. Regardez ce message fou du conseiller russe Kirill Mitriev. À quelques heures de la rencontre, il a ravivé le souhait de relier les deux pays, Russie et États-Unis, avec un tunnel entre l'Alaska et la Russie. Cette vidéo, elle est générée, on le précise quand même, et c'est important, par intelligence artificielle, et elle met en scène la rencontre fictive de deux immenses scientifiques que sont Thomas Edison, l'américain, et Dmitri Mendeleïev, le russe. Un projet de tunnel que Moscou fait miroiter à Donald Trump depuis des semaines maintenant. On regarde un petit extrait. Sometimes a dream is not a fantasy. It just takes time for it to become reality. C'est le commerce entre les deux. On apprend à l'instant que la réunion a bel et bien commencé entre Poutine et donc potentiellement Dmitriev qui a posté ce message, Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain. On continue d'en parler, je vous voyais réagir. Je précise juste qu'il y a quelques semaines, Trump s'était dit « Ah, c'est plutôt intéressant comme idée quand même ». Vous avez vu le slogan à la fin, Poutine-Trump tunnel. Voilà. Le tunnel de Trump et Poutine. Mais ça en dit beaucoup sur ce qui va se passer entre ces murs. Franchement, quand votre rédacteur en chef, Guillaume Deblé, nous a signalé cette vidéo ce matin, je suis tombé de ma chaise, quoi. Enfin, c'est vraiment surréaliste, réalisé, vous l'avez dit, par intelligence artificielle, même si le projet de tunnel avait été évoqué en Anchorage, que derrière ça, il y a qui ? Il y a Elon Musk, qui a ce projet de relier l'Alaska au territoire russe. J'ai plus le souvenir exactement du nombre de kilomètres. Je crois qu'on est sur une centaine ou 200 kilomètres à peu près. 510, me dit-on ? Alors, pardon, 510 kilomètres. 110, voilà. Donc j'étais dans la bonne, dans la bonne fourchette. Ce projet avait été évoqué. Et qui pourrait faire ça ? Qui détient cette technologie ? Parce qu'il l'a déjà imaginé, notamment autour des grandes villes américaines, par exemple Los Angeles. C'est Musk. Et donc, évidemment, qui dit Musk dit des affaires en or pour l'ancien allié de Donald Trump. D'ailleurs, ils sont plus ou moins en train de se réconcilier. On l'a vu ces derniers temps. Allez-y, Nicolas Tenzer.
Oui, non, mais moi je trouve que cette vidéo montre d'abord effectivement ce que l'on sait déjà, c'est que les Russes prennent effectivement Trump pour un imbécile qui gobe quand même facilement un certain nombre de choses. Cette vidéo, donc par intelligence artificielle, ça ressemble quand même, dans un autre genre, à un certain nombre de vidéos que Trump régulièrement, sur son réseau trousse sociale, poste. Voilà, il adore en fait les histoires fantasmagoriques, les Russes d'ailleurs aussi, où il y a des personnages très bizarres qui sortent de l'Antiquité, des barbus médiévaux. Là, c'est pas médiéval, mais enfin ça ressemble, enfin dans les habits. Enfin, il adore ça. Et la vidéo sur Gaza. Oui, voilà, et la vidéo sur Gaza. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de produit. Mais vous imaginez, je dirais quand même pour les États-Unis de Kennedy, de Reagan, de Clinton, de Roosevelt. Enfin, je veux dire. On a un président là qui va peut-être marcher ou va contribuer à le faire marcher parce qu'il voit ce genre de truc. Enfin, c'est complètement aberrant. Je lève le doigt parce qu'il y a quelques instants, je vous montrais les images de ce Zarubin, ce journaliste officiel du Kremlin, puisqu'on maintenant on a décidé de l'appeler comme ça, qui nous montre l'intérieur de la salle de réunion, la réunion qui a commencé donc il y a quelques secondes maintenant. On a le son, on va écouter. Nous entrons dans la salle, dans le bureau officiel, où doivent bientôt avoir lieu les négociations entre Poutine et la délégation américaine. C'est le moment idéal pour examiner les placements sur la table. Comme nous le savons, celle du président se trouve au centre. Juste en face de lui se trouve la place de Steve Witkoff. Il est déjà venu ici, et pas qu'une fois au Kremlin. Mais cet homme, Jared Kushner, le gendre du président américain Trump, est au Kremlin pour la première fois. Et cela ajoute bien sûr des nuances supplémentaires à ces négociations. Suivons cela ensemble. Il y a plusieurs choses. On va suivre tout cela ensemble et avec vous, Charles Divot. Charles, vous me le confirmez, la réunion a bel et bien commencé. Hein. Ah oui. Alors, on ne sait pas si ce sont les images en direct. Dmitriev et Ouchakov. Oui. Voilà, on n'est pas sûr que ce soit en direct. Je me permets de le signaler. Je ne sais pas si on reste sur ces images ou non. Oui, on reste sur ces images. Voilà, je ne suis pas en mesure de vous dire si ce sont des images qui sont diffusées en direct. Il parle anglais ou interprète, je pense. Oui, on voit Dmitriev, pardonnez-moi, mais je ne peux pas vous dire si ces images sont en direct. Je préfère qu'on aille voir Charles Divot, s'il vous plaît. Charles, vous me confirmez que la réunion a commencé ? Oui, effectivement, confirmation donnée par les agences de presse russes ici. Une réunion qui est très, très attendue par le Kremlin. D'une part, pour connaître ce qui a pu être négocié entre les Américains et les Ukrainiens. Réunion que Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a qualifiée d'essentielle pour pouvoir trouver une solution pacifique au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Alors, on ne sait pas combien de temps elle va durer, peut-être très longtemps, nous explique le Kremlin. Pour rappel, la dernière fois que les deux hommes s'étaient entretenu. Cela avait duré un petit peu plus de 4 heures. Reste désormais à savoir ce qui va en sortir. Est-ce qu'il y aura une prise de parole ? Rien n'est moins sûr et on reste évidemment attentif à tout ce qui pourrait être dit par le Kremlin. Merci beaucoup, merci. Charles Divot, donc sur ces images, je ne suis pas en mesure de vous dire si elles sont en direct, on va essayer de le savoir dans un instant. On a juste donc ces images, en tout cas, qui sont bien envoyées par le Kremlin. Je ne sais pas si on peut les revoir rapidement. Et est-ce qu'on peut analyser, parce que qu'elles soient en direct ou pas, si le Kremlin les diffuse, c'est pour envoyer un message. Vous vouliez dire quelque chose sur ces images, Sylvie Berman ? Non, mais il y a effectivement une mise en scène pour montrer l'importance de la Russie, puisqu'une délégation importante américaine vient voir le président russe et qu'il y a le gendre du président américain. Donc c'est ça qui est mis en scène aujourd'hui. Et il y a effectivement, comme on l'a dit, avec Witkoff, c'est l'interlocuteur aujourd'hui des négociations qui est Kirill Dmitriev, mais il y a quand même Ouchakov qui est le Sherpa de Vladimir Poutine et qui le suit partout et dans toutes les négociations. Allez-y Magali. Et on remarquera quand même le sourire de Vladimir Poutine qui se met en scène en ayant l'air extrêmement détendu face à cette délégation américaine, avec donc ce journaliste officiel qui suit Poutine, qui explique bien que Jared Kushner, le gendre du président, vient là pour la toute première fois au Kremlin. Et ça, c'est aussi interprété manifestement comme une marque de déférence, comme une marque d'importance. C'est en tous les cas comme ça que c'est joué par la propagande russe.
Oui, allez-y Grégory. Kushner qui n'a aucun rôle officiel dans la diplomatie américaine. Il n'a que de qualité que d'être le gendre du président. Et d'être un grand businessman aussi. Et d'avoir effectivement travaillé sur le Proche-Orient et au moment des accords d'Abraham. Mais on est dans un système où il y a effectivement conflit d'intérêts, confusion des genres, et il y a la maison Trump, et la maison Trump incarne le pouvoir absolu aujourd'hui. Après, je suis un peu gêné d'utiliser ce cliché devant Madame l'ambassadeur, mais vous savez ce qu'on dit. Donc il y a 7 personnes autour de la table. Il n'y a pas les Russes, il n'y a pas les Ukrainiens, il n'y a pas les Européens. Et quand vous n'êtes pas à la table, c'est que vous êtes au menu. Donc c'est clairement comment ces 7 personnes vont discuter du sort de l'Ukraine. Est-ce qu'elle va être dépecée, entre guillemets? En tout cas, elle n'est pas autour de la table, elle est au menu des discussions. Nicolas Tenzer. Non, je pense effectivement, c'est un peu une réunion de famille au sens sicilien ou calabrais du terme. Hein. Je vois ça, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit, quand même, sans aucun, comme on dirait, côté en tout cas soi-disant américain, d'adulte dans la pièce. Vous n'avez pas derrière, normalement quand vous avez des discussions, vous avez toujours eu des discussions, c'est le cas évidemment quand vous avez la discussion avec le président français, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, vous avez derrière des conseillers, plusieurs qui connaissent les dossiers, qui le cas échéant donnent un élément très technique et précis au président, enfin bon, ça se passe comme ça. Là, vous n'avez pas d'adulte, vous n'avez vraiment personne. D'ailleurs, ça rappelez-vous, pendant le premier mandat de Trump, où vous avez eu la rencontre d'Helsinki entre Trump et Poutine, et où vous n'aviez même pas de conseiller qui accompagnait Trump. Alors, cela étant dit, je termine sur un point qui me paraît là aussi essentiel, c'est que derrière, justement, qu'est-ce que vont faire, encore une fois, je reviens, les Européens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si effectivement on a quelque chose comme une sorte de faux accord, évidemment, si on a une sorte de deal, ou même d'ailleurs tout simplement les 2 hommes, Trump et Poutine, signent in fine quelque chose. Ils disent voilà, vous co-signez, vous co-signez pas, nous de toute manière on y va. Voilà. Et je pense que c'est le moment européen aujourd'hui qui se dessine. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un État, c'est que sont les États-Unis aujourd'hui, qui sur le plan philosophique, idéologique et en termes d'intérêt, s'oppose autant à l'Europe. Parce que c'est quand même ça. Derrière, vous avez un projet construit des 2 hommes, on pourrait rajouter le Chinois Xi Jinping, plus peut-être l'Iran et la Corée du Nord, qui s'opposent complètement aux intérêts de l'Europe. C'est cette réalité-là qu'il faut percevoir. Oui, Général Yakovlev, je n'ai pas entendu votre commentaire sur ces premières images qui nous viennent du Kremlin. Alors, je les laisse aux diplomates et aux commentateurs en géopolitique plus qualifiés que moi. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je crois que la manœuvre de Poutine, c'est de réécrire l'accord pour qu'il soit ensuite endossé par Trump, qui le mette sur la table à Zelensky en disant « j'ai négocié aussi loin que je pouvais, j'irai pas plus loin, et si tu ne signes pas, c'est toi qui veux la guerre. » Et j'en tire toutes les conclusions qui s'imposent, à savoir, il rentre dans le camp russe. Donc l'Ukraine, face à la Russie, ne peut pas gagner la guerre. L'Ukraine, aidée par l'Europe et les États-Unis, pouvait résister ou au moins faire arrêter la guerre dans des termes, pas plaisants, mais acceptables. Mais l'Ukraine ne peut pas faire la guerre contre la Russie et l'Amérique. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que, ça y est, ça sera officiel dans 1 heure ou 2, l'alignement de l'Amérique sur la Russie. J'espère me tromper, absolument. Mais on en voit quand même, c'est des bouffeurs de Kiri, là, 2 jeunes complètement dépassés par les événements et en plus visant leurs intérêts personnels. Et on parle bien de pacte de corruption. Je voudrais, Sylvie Bermann, vous voir réagir, mais qu'on s'arrête pour nos téléspectateurs sur les personnes qui sont autour de la table. Qui pouvez-vous identifier du côté russe en nous expliquant quel est leur rôle et quel est leur poids présentement là? Alors, du côté russe, à la droite de Vladimir Poutine, c'est Ushakov, qui est son Sherpa depuis 10 ans, si ce n'est plus, qui le suit partout et qui gère toutes les questions politiques. Et puis, il y a Kirill Dmitriev, qui est un nouveau venu dans la négociation depuis que les Américains et les Russes ont repris contact. Donc, c'est les 2 personnes les plus importantes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, Sergueï Lavrov, mais ce n'est pas une discussion entre diplomates, c'est une discussion
entre émissaires et qui relèvent directement des chefs de l'État américains et russes. Et du côté américain ? Et du côté américain, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a effectivement Jared Kushner. Je ne connais pas cette dame, mais c'est probablement une interprète. Enfin, je n'en sais rien. Alors, du côté russe, c'est l'interprète aussi qui est à côté de Poutine. Ce qui se passe normalement, même quand vous avez des envoyés spéciaux, l'ambassadeur est présent, ou un membre de l'ambassade. Moi, j'ai accompagné un envoyé spécial du président de la République et j'étais à côté de lui dans la rencontre avec Poutine, à la fois pour conseiller, rendre compte. Là, non, c'est une méthode complètement différente. Cette photo, elle montre bien à quel point on est justement hors des canaux traditionnels de la diplomatie. Et cette photo, elle inquiète certainement les Ukrainiens qui attendent évidemment avec beaucoup d'angoisse le débriefing de cette réunion pour savoir en effet si les Russes et les Américains se mettent d'accord en tous les cas sur un texte. Juste, on a déjà vu cette photo, plus ou moins. Alors, il n'y avait pas Jared Kushner, mais Witkoff, Poutine, ils se sont déjà vus, on le disait, c'est la 6e fois, 5 autres reprises. La dernière fois, en août, Witkoff avait annoncé la réunion d'Anchorage, en Alaska, la rencontre entre Trump et Poutine. Et on a bien vu qu'il pensait avoir un deal avec les Russes et que finalement, l'accord ne s'est pas fait, que les Européens ont réussi à se réinviter à la table. Donc on assiste aussi peut-être à un nouvel épisode de ce genre-là. La question en fait qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on arriverait finalement à cet accord alors que les fois précédentes, Witkoff finalement n'y est pas parvenu. Est-ce que l'affaiblissement politique de Zelensky, la situation sur le front sont en train de peser, une certaine forme de lassitude, de la guerre aussi du côté des Ukrainiens, tout ça compte aussi et est à mettre dans la balance. Il faut qu'on garde un tout petit peu de temps pour rappeler quand même la déclaration qui va nous percuter un moment, je pense, de Vladimir Poutine ces dernières heures, juste avant le début de ces négociations, de ces discussions. Il a déclaré « Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts ». Nicolas Tenzer, quelle était la portée de ces mots, le message, la volonté de Poutine en déclarant tout cela, ces mots forts, alors qu'il allait entrer dans cette réunion? 2 choses. 1, c'est du bluff. Parce qu'ils ne sont pas prêts. 2, c'est un message surtout aux opinions publiques européennes pour dire, voilà, maintenant vous avez intérêt à ne pas surréagir à un accord qu'on aurait, le cas échéant, effectivement, soyons prudents à ce stade, avec les Américains, alors que les Européens, eux, les dirigeants européens, eux, je dirais, s'ils veulent survivre, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est aider de manière beaucoup plus massive l'Ukraine, se réarmer à un rythme nettement accéléré par rapport à celui d'aujourd'hui. Parce que imaginez, je vais juste prendre un seul exemple, admettons que l'Ukraine cède des territoires. Dans ces territoires occupés, vous n'avez pas seulement tous les jours, ça compte quand même. Enfin, c'est vrai que les Américains se moquent complètement du droit international, des crimes, ce genre de choses. Mais vous avez tous les jours non seulement des massacres, des tortures, des exécutions sommaires, des viols de masse, des déportations d'enfants. Mais vous avez dans ces territoires occupés aujourd'hui par la Russie 1,6 million de jeunes et d'adolescents qui commencent déjà à être enrôlés comme chair à canon par l'armée russe. Imaginez que vous ayez 1,6 million de plus dans l'armée russe, qui non seulement se retourneraient contre leurs frères et sœurs ukrainiens, mais encore une fois, pour moi, c'est un élément déterminant pour lequel il n'est pas question que les Européens, au-delà évidemment de la dignité, de considération de droit international, ne peuvent pas céder. Parce que ça renforcerait... Vous avez une Russie qui serait présente dans ces territoires, même si vous avez, les Russes n'accepteront jamais, des troupes qui viendraient européennes pour apporter des garanties de sécurité, sinon je ne vois pas ce qu'il y aurait comme garantie de sécurité. Vous voyez le risque que ça représente. Enfin, on est dans un système totalement fou. Donc là, les Européens, ils doivent dire, écoutez, vous signez si vous voulez, vous Américains, vous Russes, nous ne signons pas, et nous sommes à côté de l'Ukraine. Ces mots, nous sommes prêts à affronter l'Europe, encore une fois. Général Yakovlev, que faut-il craindre derrière les mots ? Je n'aime pas le mot crainte qu'on entend trop souvent. Il faut qu'on arrête de craindre. On prend des mesures, on se réarme moralement, matériellement. On regarde le gars qui bluffe, on le regarde dans les yeux et tout. Depuis des années, là, maintenant, depuis 2022, ça y est, on entend un discours très anxiogène de crainte, etc. Si nous vivons dans la crainte, autant capituler tout de suite. Voilà. Les Finlandais, ils vivent pas dans la crainte. Il n'y a pas de raison que nous vivions dans la crainte. Mais il faut se préparer.
faut se préparer. Il faut se préparer. Quand on nous parle de choc dans 3-4 ans, quand on nous parle de France à portée de missile, est-ce qu'il ne faut pas craindre, mais se préparer quand même? Faut se préparer, oui, bien sûr. C'est un, qu'on appelle ça. Alors, il n'a pas parlé, il a dit test. Test majeur, le général Mandon, je pense que c'est bien trouvé. Des provocations, on les a tous les jours, comme vous le disiez tout à l'heure. Tous les jours. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de distiller ce discours de la crainte. Qu'est-ce qu'on va en prendre plein la gueule et tout? Non, on va se préparer, puis après, viendez. Une information du service international de LCI, le Quai d'Orsay n'a pas prévu de répondre à ce stade, Magali. Non, pour ne pas jeter davantage d'huile sur le feu. Les déclarations de Vladimir Poutine, elles ne demandent pas une réaction officielle parce que ce serait aussi nourrir son discours de plus en plus agressif et sur et ce discours selon lequel c'est toujours la Russie qui est attaquée et menacée par les Européens. Donc en effet, pour le moment, du côté des autorités françaises, pas de réaction. On nous renvoie juste aux déclarations précédentes du ministre des Affaires étrangères et d'Emmanuel Macron. Et voilà, donc toujours avec ces images qui ne sont pas en direct a priori, mais qui nous proviennent bien du Kremlin, de cette réunion qui a commencé entre Poutine, ses émissaires et les émissaires américains, dont le gendre de Donald Trump et M. Witkoff autour de la table. Bien sûr, on continue d'en parler. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Tenzer, d'avoir été avec nous. Magali Barthès, toujours précieux, bien sûr. Général Yakovlev, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir regardés.